Le temps passait lentement. Nos ennuis à la station-service appartenaient au passé. Nous avions refait la décoration, embauché un assistant pour le nettoyage, acheté une enseigne toute neuve et lancé des offres promotionnelles. Les aéronefs étaient beaucoup plus nombreux à s'arrêter chez nous. Parfois, je regrettais un peu le style rétro de nos vieilles pompes chromées, mais je devais reconnaître que les nouveaux modèles étaient beaucoup plus efficaces. Nous avions également un petit magasin où nous ne vendions que des marques. Nous portions un uniforme et une casquette à visière. Humberdin était devenu le vrai patron de la station. Il travaillait comme un dingue, toujours plus et sans la moindre fatigue. Ses membres artificiels avaient décuplé sa force. Il était bel et bien capable de soulever une carrosserie entière à main nue. Auprès des clients, son bras métallique faisait toujours sensation. Les enfants étaient fascinés. De temps à autre, ils jouaient au robot avec eux. Leurs parents regardaient tout ça d'un air amusé. Papa, est-ce que je peux avoir un bras bionique? Les parents souriaient. Lania avait été bannie des conversations. J'ignorais si elle et Humberdin étaient toujours ensemble. Lorsqu'elle passait me voir chez moi, elle refusait de m'en parler. Mais elle n'avait pas l'air particulièrement heureuse. Assise dans mon fauteuil, elle sirotait pensivement son jus de goyave transgénique. Raconte-moi la Terre, demandait-elle parfois. Elle était une vraie enfant de Mars, née sur la planète rouge, avec des rêves plein les yeux, des rêves d'océan et de vie tranquille. J'étais de plus en plus amoureux d'elle, mais le moment de lui dire n'était pas encore venu. L'argent coulait à flot. Un jour, Humberdin m'annonça qu'il venait d'acheter une nouvelle station-service et que nous allions monter une chaîne. Tu aurais tout de même pu m'en parler, protestai-je. Nous sommes associés, non? Mais au fond, je m'en moquais. J'avais remarqué que Humberdin s'était fait greffer une seconde jambe en métal, d'une marque que je ne connaissais pas. Il se promenait toujours en short pour que chacun puisse bien l'admirer. Un jour, une navette quitta notre station sans payer. Humberdin se lança à sa poursuite et la rattrapa à la course. Personne ne fit de commentaire. La cause était entendue, notre ami était devenu un cyborg, pour le meilleur et pour le pire. Un matin, il me proposa de lui revendre mes parts. Je n'hésitai pas longtemps avant d'accepter. Il me les racheta 5 fois leur prix. Cela faisait un peu d'argent de côté au cas où. De toute façon, me dit-il, je vois bien que tu ne t'intéresses plus à ton travail. Je ne pris même pas la peine de lui répondre. Ces dernières semaines nous avaient vu nous éloigner l'un de l'autre à une vitesse stupéfiante. Nous ne nous adressions presque plus la parole. Terminé les virées nocturnes dans les bistrots de Deimos II. Humberdin avait changé. Il était devenu froid, cérébral, un parfait étranger. Il ne s'intéressait plus qu'à la mécanique, à la finance et au jeu d'argent. Je savais qu'il dépensait une bonne partie de sa paie dans les casinos du centre-ville. Il développait des théories abracadabrantes sur les probabilités. Seuls les chiffres ne mentent jamais. Voilà ce qu'il disait. En attendant, je continuais à voir Lania. J'insistais pour la voir. Lorsque j'avais congé, je l'emmenais en promenade sur les contreforts du mont Olympe. Nous avions besoin d'air. Parfois, nous louions une chenille et nous allions observer les ptérosauriens, des monstres sortis tout droit des laboratoires génétiques terriens, plus vrais que nature. Un jour, nous restâmes immobiles pendant de longues minutes à regarder les cercles qu'ils décrivaient dans le ciel. Lania posa doucement sa tête sur mon épaule. Tu sais, me dit-elle, je ne suis plus avec Humberdin, plus vraiment. Mon cœur se mit à battre plus vite. Comment ça? Eh bien, j'ai laissé passer 2 semaines pour voir s'il me rappelait, et il ne l'a pas fait. Il n'a même pas essayé. Lania. Des larmes coulaient sur ses joues, venaient mourir sur ses lèvres. L'autre jour, poursuivit-elle, je suis passée à la station numéro 2. Celle où je ne vais jamais. Celle où tu ne vas jamais. Il était là. Il a dit des choses sur toi. Oh, Oliver, des choses? Il a dit que tu ne réussirais jamais dans ce métier, que tu n'avais aucune ambition, que tu finirais par mourir de faim. J'ai essayé de te défendre. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un imbécile. Je lui ai dit, regarde où elle te mène, ton ambition. Tu es atteint du syndrome de Coppelia. Tu t'en rends compte? Alors il s'est mis en colère. Il a dit que j'étais comme toi, que je devrais vivre avec toi, et puis il a donné un violent coup de poing dans le mur avec son bras en métal. Et ça a fait un trou. Il a dit qu'il en avait assez de moi, que Cinetech lui proposait un poste de consultant technique et qu'il allait certainement accepter au lieu de continuer à se décarcasser pour nous. Je n'ai pas voulu en entendre davantage. Pendant un moment, je restai silencieux, un peu désarçonné.
J'étais étonnée de voir à quel point tout cela m'était étranger. Je regardais droit devant moi, au-delà d'une faille immense, de l'autre côté, et je songeais bon sang. C'est comme si Humberdine était sur l'autre versant. À présent, il y avait un gouffre entre nous. Il ne se passa rien ce jour-là entre la douce Lagna et moi. Peut-être n'en avions-nous pas vraiment envie. L'ombre de Humberdine planait sur notre histoire. Le lendemain, je retournai au travail, et les jours d'après aussi, comme si de rien n'était. Les choses empiraient, et empiraient encore. Humberdine s'était fait greffer un second bras. Désormais, il ne lui restait plus aucun membre humain. Seuls le torse et la tête étaient encore d'origine. Les épaules et les hanches étaient sponsorisées par Logiform et Stiltran. Humberdine ne prenait plus la peine de mettre de vêtements. Lorsque la chair disparaît, le sentiment de pudeur s'efface. Un matin, une évidence me frappa de plein fouet. Mon ami ne possédait plus d'organes reproducteurs. Cela aussi, on lui avait enlevé. Plus jamais il ne pourrait avoir d'enfants. Plus jamais il ne pourrait connaître le plaisir avec Lagna ou avec n'importe quelle autre femme. J'étais consternée. Nos relations devinrent exécrables. Le Humberdine chromé et bardé de logos qui se tenait devant moi n'avait plus rien d'un être humain. Son regard même avait changé. Il paraissait toujours en avance sur les choses, ou parfois en retard, comme un acteur égaré dans un mauvais film. Il ne semblait plus éprouver aucun sentiment. Il ne se fiait qu'à sa raison, froidement, dans son propre intérêt et dans celui des stations. Il avait ouvert 2 autres officines, et elles étaient maintenant sa passion exclusive. Quant au nom de Lagna, il était devenu tabou. De toute façon, Humberdine ne m'adressait quasiment plus la parole, ou alors pour me donner des ordres. Pourtant, et malgré ce qu'il était devenu, je ne pouvais oublier ce que nous avions vécu ensemble. Je désirais vraiment l'aider. Le soir venu, je faisais des recherches sur le réseau, sur les cyborgs et sur les sociétés auxquelles mon ami avait vendu ses membres. Cyborg, non masculin, être organique, homme ou animal, à qui l'on a greffé des parties mécaniques. Le cyborg conserve sa conscience d'origine, mais celle-ci peut être altérée par l'adjonction répétée de prothèses. Le sujet perd alors son humanité, voire syndrome de Coppélia. Syndrome de Coppélia. Médical. Déficit d'humanité constaté chez certains cyborgs humains. Les sujets perdent leur aptitude à éprouver des sentiments et se comportent comme de véritables robots. Le syndrome est dégénératif. Il n'existe aucun traitement fiable connu. Origine, Coppelia est un personnage du folklore allemand, un automate dont un pauvre homme exalté tombe tragiquement amoureux, croyant qu'elle est humaine. Quant aux sociétés auxquelles Humberdine avait vendu ses membres, les Logiform, Cinétech et que sais-je encore, je me rendis bientôt compte qu'elles ne formaient qu'une seule et unique entité. Le siège social était le même. Tout remontait à la même source. Sur le coup, je faillis en pleurer. Dans quel monde étrange vivions-nous? Un monde où la liberté n'était qu'une illusion. Un monde qui nous donnait l'impression de choisir, mais où tous les choix vous ramenaient au même point. En vérité, il n'y avait pas de choix, pas même de concurrence. Tous les laboratoires cybernétiques de Mars travaillaient main dans la main, et personne ne semblait s'en soucier, pas même Lagna. Lorsque je lui en parlais un soir, elle haussa simplement un sourcil. Tu ne savais pas? Non, non, pauvre naïf que j'étais, je ne savais pas. Les jours suivants furent les plus pénibles de toute mon existence. Humberdine n'avait plus grand-chose d'humain. La froideur de ses membres gagnait maintenant le tréfonds de son âme. Le syndrome de Coppelia le frappait de plein fouet. Son cœur devenait métallique. Il ne riait plus, il ne pleurait plus. Il ne paraissait plus inquiet ni enthousiaste. Ma vie l'indifférait. Toutes les vies l'indifféraient. Il devait vaguement savoir que j'étais épris de son ancien ami, mais il ne me posait jamais de questions. Il avait tout simplement oublié. Chaque après-midi, peu avant la fermeture, il disparaissait pour aller je ne sais où, et, lorsqu'il revenait, il allumait notre écran de contrôle, entrait des séries de chiffres dans l'ordinateur et regardait autour de lui d'un air très calme. D'après ce que j'en savais, notre réseau de stations était désormais coté en bourse. Notre société gagnait de l'argent même lorsqu'elle était fermée. Des actions changeaient de main, de riches financiers
pariait sur nous, investissait de lourdes sommes. Notre chiffre d'affaires n'en finissait plus de grimper. Une nouvelle station s'ouvrait pratiquement chaque semaine. Un succès fulgurant. Les gens faisaient la queue pour venir chez nous. Notre décoration était froide, mais nos prix imbattables. La situation excentrée de nos stations évitait aux voyageurs de devoir se rendre jusqu'au centre-ville pour faire le plein. Nous avions un slogan Cheap Travel, le voyage pas cher. Un nom mensonger pour une société qui n'était pas la mienne. Je me sentais terriblement mal à l'aise. Les nouveaux employés embauchés par Humberdin étaient tous plus jeunes que moi. Ils étaient dynamiques, ambitieux, efficaces, obstinément ponctuels. La plupart avaient aussi des prothèses. Ils me regardaient de haut, comme une bête curieuse échappée d'un autre âge. Je sentais que Humberdin envisageait de me mettre à la porte. Peut-être hésitait-il encore un peu, en souvenir du passé? De toute façon, j'étais sur le point de donner ma démission. La seule chose positive que m'avait apportée cette désolante affaire, c'était ma relation avec Lania. Humberdin, lui ayant clairement signifié que leur histoire était terminée, d'une voix blanche monocorde, elle était maintenant libre. Et je sentais qu'elle n'attendait qu'un signe de ma part. Il était grand temps de faire quelque chose de ma vie. Un soir, Humberdin revint à la station avec un air préoccupé. Il ne ressemblait plus à un cyborg. Il entra dans mon cabanon et se laissa tomber sur un fauteuil. Nous sommes foutus, lâcha-t-il. Quoi? Nos actions se sont effondrées. La société ne vaut plus rien. Nous sommes foutus. Tu n'es pas sérieux. Je suis toujours sérieux. Le silence tomba entre nous comme un rideau. Je jetai un coup d'œil à Humberdin et me mordis les lèvres. Je songeais à ce qu'il avait fait. Il avait vendu son corps pour cette station. Chacun de ses membres, l'un après l'autre. Il avait presque perdu son âme. Et voilà que tout cela partait en fumée. Cet immense sacrifice pour rien. Soudain, le cyborg se leva. Je me souvenais qu'il avait été mon ami. Je le vis sortir de la station en trombe et se mettre à courir. Je restai un long moment à le regarder filer comme une étoile vers le centre-ville. Puis il disparut. Alors je me levai à mon tour et me lançai à sa poursuite. L'un des employés, qui était devenu mon supérieur, me fit une remarque. Où pensez-vous aller? Mais je ne l'écoutai pas. Quelque chose de terrible était en train de se produire, j'en avais le pressentiment. Je sortis mon téléphone portable et appelai Lania. En 2 mots, je lui racontai l'histoire. Écoute, me dit-elle, partageons-nous le travail, d'accord? Tu fais le quartier des finances et je m'occupe du reste. Nous devons absolument le retrouver. Je raccrochai. Un cyborg au bord du désespoir? Cela se remarque, non? Mais peut-être pas. Peut-être pas dans le quartier des finances, où tous les gens marchaient comme des robots, le regard vide, sans réfléchir. Petit à petit, je sentis les larmes me monter aux yeux. Nous cherchâmes Humberdin pendant 6 heures. Demios II était une grande ville, une métropole. Il y avait des dizaines d'endroits où il pouvait se trouver. De temps en temps, je téléphonais à Lania. Alors, toujours rien. Oh, Oliver, il y a des moments où cet endroit me donne la chair de poule. Des moments seulement, tu as de la chance. Où était Humberdin? Autant chercher une aiguille dans une botte d'autres aiguilles. Pourtant, je savais qu'il nous fallait continuer. Et je pense que nous l'aurions fait jusqu'à la fin des temps si nous ne l'avions pas trouvé. Il était près d'1 heure du matin lorsque je le dénichai enfin. Ce genre de miracle arrive parfois. Discrètement, j'appelai Lania pour qu'elle vienne me rejoindre. Je suis dans un casino, dis-je, le Kéops. J'arrive. Nous nous trouvions dans une sorte de hall immense en forme de pyramide. Des tables de jeu étaient disposées en file interminable. Humberdin était installé à l'une d'elles, très digne. Il était en train de jouer à 3D Random, une simulation holographique de combat médiéval où chaque endroit conquis valait une certaine somme d'argent et où le mouvement des soldats était déterminé par le hasard. Il n'y avait qu'à regarder ces soldats à lui pour comprendre qu'il perdait. Il faut arrêter ça, me glissa Lania. Ça ne va pas être facile, dis-je. Autour de la table, des badauds faisaient cercle, un petit sourire aux lèvres. La débâcle de Humberdin les attirait comme la charogne attire les vautours. Sans doute attendait-il qu'il se passe quelque chose, que cet étrange cyborg s'effondre ou se mette à tournoyer sur lui-même en poussant des hurlements métalliques. Lania avait raison. Nous devions mettre un terme à tout ça. Fendant la foule, je m'avançai au premier rang et posai une main sur son épaule d'acier. Il ne se retourna pas. Humberdin. Je joue, répondit-il. Tu joues quoi? Tu n'as plus d'argent. J'ai encore quelque chose à jouer, répondit-il
en regardant ses adversaires. L'un des gros types en face de lui m'adressa un clin d'œil. Lanya avait pris ma main dans la sienne. Nous regardions, hypnotisés. Humberdine ne jouait pas très bien. Son compteur personnel indiquait moins 120 000 crédits. Il se débattit encore un moment, en pure perte. Rien ne pouvait plus le sauver maintenant. Lorsque la partie fut définitivement terminée, le gros type se leva. Humberdine baissa la tête comme un adversaire vaincu. « Bon, fit le gros type, je suis désolé, mais tu vas devoir venir avec moi. » Humberdine se leva à son tour et commença à le suivre. L'attroupement se dispersa. « Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le cyborg, il a tout perdu. Et alors ? Alors, il appartient à l'autre maintenant. » Comment ça appartient ? Lanya resta quelques instants immobile, puis courut vers le gros type et l'attrapa par une manche. « Attendez, dit-elle, quand est-ce qu'il vous faut cet argent ?» L'homme nous adressa un regard méprisant. « De quoi je me mêle ? C'est notre ami ?» fis-je en désignant Humberdine. « Oh, lui ! Ne vous faites pas de soucis, tout est en règle. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, notant l'écusson cinétèque sur son blouson. « Vous l'emmenez avec vous, mais pourquoi faire ?»« Écoutez, » répondit le gros type en attrapant notre ami par l'épaule, « moi je n'ai forcé personne. Ce n'est pas de ma faute, si votre copain a mal joué. » Humberdine hocha la tête, doucement. « Laisse-le tranquille, » s'écria Lanya. Humberdine la regarda droit dans les yeux, et l'espace d'un instant, je crus voir une étincelle de compréhension s'allumer dans ses prunelles. Mais très vite, il détourna la tête, et le gros type reprit son chemin. Il fallait trouver quelque chose, tout de suite. « Nous avons l'argent, dis-je. Mensonge. Qu'est-ce qui m'avait pris ? » « Pas besoin d'argent, » soupira le gros type en se retournant une dernière fois vers nous. « Vous ne comprenez pas. Toutes ces dettes sont là. » Il désigna les bras et les jambes de Humberdine. « Quoi ? Votre ami s'est vendu lui-même. Ses membres appartiennent à notre société. Il fera un excellent robot d'entretien. » Le gros type attrapa un agent de sécurité qui passait par là et nous désigna d'un hochement de menton. « Ces messieurs-dames troublent ma tranquillité, grogna-t-il. Je suis un homme d'affaires respectable. » On nous fit comprendre qu'il était inutile de continuer à discuter. Impuissants, nous regardâmes s'éloigner Humberdine et son nouveau propriétaire. Lanya se mit à pleurer, et je sentis une grosse boule remonter dans ma gorge.